Allez, bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les clauses essentielles à intégrer dans un bail. Donc, le petit sommaire, donc on va voir premièrement les clauses recommandées avec l'indexation du loyer via l'IRL, la clause résolutoire, très importante, le droit de visite du bailleur, les clauses qui sont interdites, et oui, il y a des clauses interdites, l'obligation de s'assurer, ça c'est très important, on n'en parle pas assez malheureusement. Et pour finir, on verra les frais liés au bail. Allez, let's go, c'est parti. Allez, comme d'habitude, on commence toujours par un petit rappel. On va voir que certaines clauses sont facultatives, mais avantage le bailleur. La première clause, c'est tout simplement l'indexation du loyer. Alors, qu'est-ce qu'est l'indexation du loyer? Donc, c'est en fait, on va revaloriser chaque année annuellement le loyer via un indice. Évidemment, il faut préciser la date de révision et l'indice utilisé. Lorsqu'on est sur de l'habitation, on va être sur l'IRL, qui est l'indice de référence de loyer. Allez, je vais tout de suite vous montrer un petit exemple. Voilà, une petite formule, rien de particulier, de multiplication et de division. Donc pour calculer le nouveau loyer, on va prendre l'ancien loyer fois le nouvel indice qui est transmis par l'INSEE, divisé par l'ancien indice. Par exemple, si le loyer était, on va dire, de 1000 € par mois, et que l'indice de référence était de 100 en début avril, mais qu'il a augmenté de 105 à la date d'anniversaire du bail, alors on va prendre donc le nouveau loyer fois donc le nouvel indice divisé par l'ancien indice. Donc ça fait 1050 €. Alors je vais revenir sur quelques points. Donc premièrement, l'indice, il est tout simplement transmis par l'INSEE. Lorsqu'on fait signer le bail, il est important de regarder la date à laquelle on va le faire signer, mais également l'indice, car il va servir en fait de référence. Ok. De toute manière, je vais faire une vidéo qui va tout simplement vous expliquer différentes modalités, comment augmenter son loyer. Donc n'hésitez pas à cliquer en haut à droite. Quand je vais faire la vidéo, je me ferai un petit lien et là on rentrera davantage dans le détail. Ok. Il n'y a rien de très compliqué. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, donc ce fameux indice, l'indice de référence des loyers, lorsqu'on est sur de l'habitation, tout simplement là, depuis à peu près un an après, il est donc aujourd'hui limité. Il y a un plafond, on est plafonné à 3,5. Pourquoi? Parce qu'en fait cet indice est indexé à l'inflation. Donc évidemment l'inflation grimpe, mais si malheureusement on ne le plafonne pas, évidemment les locataires vont se trouver avec des augmentations de loyer très importantes. Donc le gouvernement a dit hop, stop, on plafonne à 3,5. Encore une fois, c'est plafonné jusqu'en 2023, juillet 2023. À mon avis, il y aura par la suite une autre style de compensation. On verra ça au cours du temps. Mais voilà, aujourd'hui 3,5 en métropole, 2 à 3,5 en Corse et 2,5 en Outre-mer. Donc on ne peut pas non plus augmenter comme bon lui semble et on doit toujours se baser sur les réels. En général, l'augmentation, on ne va pas prendre 200%, ok? On ne va pas prendre 200 € de plus. C'est quand même des montants relativement faibles. Mais au cours du temps, si on ne le fait pas, la différence peut être énorme. Sur plusieurs années, ça m'est arrivé de voir justement des propriétaires qui malheureusement ne l'ont jamais fait, et bien sur une période de 10 ans, ça peut faire des milliers d'euros. Donc c'est important de le mentionner dans le bail, évidemment, et de l'appliquer correctement. Deuxième mention, pareil encore une fois, très importante, c'est la clause résolutoire, donc de plein droit. Alors qu'est-ce que prévoit tout simplement cette clause? Donc cette clause prévoit automatiquement, si le locataire manque à différentes obligations, comme par exemple ne pas payer son loyer et ses charges, de ne pas verser donc le DG, on ne parle pas de caution, on parle de dépôt de garantie. Ok. Troisièmement, de souscrire une assurance multirisque d'habitation. Pareil, si on ne l'a pas, on ne signe pas le bail. On est bien d'accord, on ne donne pas les clés. C'est très important. S'il y a un problème, ça sera pour vous. Donc il faut obligatoirement lors de la signature du bail que le futur locataire vous transmette son assurance. Et quatrièmement, pas de trouble du voisinage. Ok, ça c'est vraiment les 4 obligations à respecter, autrement boum, la clause tout simplement résolutoire s'enclenche. La clause résolutoire, justement j'ai oublié de vous mentionner concrètement qu'est-ce que c'était, mais en fait une clause résolutoire dans un bail d'habitation, c'est une sécurité qui va en fait permettre au propriétaire, donc au bailleur, de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement du locataire à ses obligations, comme je l'ai mentionné précédemment. Si le locataire aujourd'hui ne respecte pas les différentes obligations, la clause résolutoire va s'enclencher et donc elle va permettre en fait en cas de manquement du locataire à ses obligations de résilier le bail. Donc c'est fini, tout comme le cas d'un congé pour vente ou d'une reprise de bail. Allez, on continue avec le droit de visite du bailleur. Alors la visite, pareil, point important, donc je
Je rappelle, c'est important de le préciser dans le bail pour éviter justement les petites disputes, entre guillemets. Donc, la loi interdit aujourd'hui d'imposer aux locataires des visites. Donc, évidemment, il est important de le mentionner dans le bail. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vendre le logement ou lorsque le locataire donne son préavis, il est important de relouer rapidement ou de trouver des potentiels acquéreurs. Évidemment, il y a des conditions de visite, donc au niveau des jours et au niveau des horaires. Donc, elles doivent évidemment fixer un accord entre donc, le bailleur et le locataire. Mais ces visites, évidemment, ne peuvent pas avoir lieu certains jours. Donc, c'est les jours fériés, ni le dimanche, ni plus de 2 heures les jours ouvrables. Ça, c'est techniquement ce qui est marqué sur le papier. Le mieux, c'est d'en discuter avec le locataire et de voir les disponibilités de chacun. Allez, on continue avec les clauses prohibées, donc les clauses interdites. Évidemment, il y a des petites clauses interdites. Je rappelle, le propriétaire ne fait pas bon lui semble, même s'il est propriétaire des lieux. Donc, certaines clauses sont strictement interdites, bien sûr, définies encore une fois par la loi 89, donc la loi Mernaz. Donc premièrement, d'interdire les animaux. Ça aujourd'hui c'est interdit, on ne peut pas imposer à quelqu'un, ah vous êtes un chien donc j'ai peur pour mon appartement, donc non, encore une fois, c'est la discrimination. Deuxièmement, souscrire une assurance dans une compagnie choisie par le bailleur. Pareil, aujourd'hui en France on a une certaine liberté, fort heureusement. Troisièmement, une clause prohibant une activité politique ou associative. Encore une fois, discrimination. Donc quatrièmement, le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées. Donc bon, ça là moi j'aime bien, il me fait un peu rire, mais vous doutez bien que c'est impossible à marquer dans le bail. Encore une fois, je vous renvoie la vidéo que j'ai tout simplement réalisée sur l'état des lieux où on voit qu'il y a une différence entre bailleur et le locataire avec notamment le guide des réparations. Donc n'hésitez pas à cliquer dans la description ou en haut à droite pour voir la petite vidéo. Alors s'il vous plaît les locataires, assurez-vous, c'est hyper important. Alors je vous rappelle aujourd'hui, c'est obligatoire, le locataire doit souscrire une assurance donc multirisque habitation, évidemment pour couvrir donc en cas d'incendie, en cas justement de dégâts des eaux et d'explosion. Je pense qu'on a assez vu quand même des nouvelles malheureusement, mais ça existe, c'est pas pour rien que cette assurance existe. Donc, faute d'assurance, la loi encourt la résiliation du bail par la mise en œuvre donc, de la clause résolutoire. C'est-à-dire ce qu'on a vu précédemment. Donc, il faut premièrement justifier cette assurance lors de la remise des clés. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'assurance, on ne donne pas les clés. C'est bête et méchant. Donc ça arrive souvent, donc c'est bien de leur rappeler au préalable. Petit mail, message, on les appelle avant moins une trace écrite, mais le jour J, s'ils n'ont pas l'assurance, on ne donne pas les clés. Alors c'est vrai que ça peut faire quelques petits conflits en amont, mais c'est à respecter quoi qu'il arrive. Deuxièmement, il ne faut pas oublier de demander chaque année de renouveler justement cette assurance. Donc vous prenez votre petit téléphone, votre petit smartphone et vous mettez une petite date chaque année, demandez au locataire d'envoyer donc la nouvelle assurance. C'est primordial et c'est obligatoire. Allez, on va finir maintenant par les frais du bail. Premièrement, donc, si le propriétaire donc, rédige lui-même le contrat de location, évidemment, il ne peut pas répercuter des frais, c'est gratuit pour le locataire. En revanche, les honoraires, donc, lorsqu'on va passer via un professionnel, notamment via une agence immobilière, avec un mandat de location ou mandat de gestion. Donc, les honoraires de visite, constitution du dossier, sélection du locataire, rédaction du bail, les états des lieux d'entrée peuvent être partagés, c'est pas peuvent, c'est ils sont partagés avec notamment le bailleur et le locataire, sauf si évidemment le propriétaire veut prendre l'ensemble du coup à sa charge, c'est tout à fait possible, mais pas l'inverse évidemment. Donc ils sont encadrés encore une fois par la loi 89. On va voir que c'est tout bête et méchant, en fait ça va dépendre de la zone. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, l'état des lieux reste, on va dire, plafonné à un certain prix, peu importe où vous habitez en France. Donc petite photo de ce loger, c'est pas moi qui l'ai créé, donc ça montre tout simplement, ça illustre les frais d'agence pour justement louer votre logement. Donc ça va se décomposer en deux parties. Premièrement, ça va dépendre de votre zone. Donc à gauche, on a la zone très tendue, zone tendue et le reste du territoire. Évidemment, en prochaine slide, je vous mettrai un petit QR code pour savoir si vous êtes dans une zone très tendue, tendue ou non. Donc ces prix 10, 12, 10, 8, c'est en fonction du prix du mètre carré. C'est-à-dire qu'on va faire 12 fois le nombre de mètres carrés. Deuxièmement, ce qui va s'appliquer également, il y a l'état des lieux qui, quant à lui, par contre, est limité à 3 € du mètre carré. Donc quelqu'un qui a 100 mètres carrés, on va faire tout simplement 100 fois, il est tout simplement dans une zone tendue, comme par exemple Bordeaux, on va tout simplement faire 13 fois donc 100 mètres carrés. Évidemment, si l'agence ou le directeur d'agence n'est pas trop idiot, on va rester calme, il va justement limiter à un mois de loyer. On ne va pas dépasser un mois de loyer. Ça reste, on va dire, cohérent. Donc voici un petit QR code tout simplement. Vous scannez, vous arrivez sur cette page et en bas à gauche, vous marquez donc le nom de la ville ou le code postal. Donc ça vous permet vraiment de vérifier si les honoraires sont cohérents ou non, que vous soyez propriétaire
ou locataire. Généralement, les agences le respectent. Allez, petite question en fin de vidéo. Quelles sont les conséquences juridiques pour le propriétaire qui ne respecte pas les clauses essentielles incluses dans le bail? Voilà, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Si vous avez d'éventuelles questions, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. N'oubliez pas à liker afin de me soutenir, ça m'aide vraiment, à partager éventuellement. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Allez, bye bye.